Il y a 22 ans, l'OM changeait de logo. Il y a 22 ans, j'avais 20 ans. Si on m'avait dit, il y a 22 ans, que lors de la présentation du prochain logo, je serais invité par l'Olympique de Marseille pour suivre cette présentation, waouh, j'aurais signé de suite. Et j'ai eu le privilège de pouvoir y assister à la soirée de gala de l'OM qui a eu lieu donc ce mercredi 8 avril. Et je vais vous la restituer, comment s'est passée cette soirée, ce qui s'est bien passé, les zones d'interrogation, ce que je pense du logo. Mais d'abord, pour commencer, je voudrais vous dire à quel point je suis fier du travail que j'ai réalisé depuis maintenant 5 ans sur les réseaux. Parce que ça montre que le travail paye. Et ça montre aussi que j'ai une liberté. Une liberté de ton, une liberté de parole, une liberté que le club comprend, entend, et c'est fondamental. Cette liberté d'expression me permet de pouvoir dire ce que je veux, sans rémunération de la part du club, et de pouvoir exprimer aussi des doutes sur certains éléments. Et c'est une chance. Cette chance, je la provoque, c'est comme un contre-favorable. Et je mesure la chance que j'ai d'être accompagné aussi par vous, par cette communauté qui me suit. Donc merci beaucoup. Bienvenue les amis sur CM Football. Et on va se parler dans cette vidéo d'énormément de choses. Du logo, du déficit du club, qui est inquiétant. Et puis du match, évidemment, qui nous attend ce vendredi face au FC Metz. Installez-vous bien, sonnez la cloche, abonnez-vous si vous ne connaissez pas le contenu. Et on va dérouler tout ça, on va parler de tous ces éléments. Avant même la conférence de presse de Habib Beye, je la suivrai, mais je ne vous la débrieferai pas. Pas aujourd'hui en tout cas. Je vais profiter pour travailler sur un autre projet cet après-midi qui j'espère verra le jour tout début mai. Alors, comment s'est passée la soirée et quel est mon avis sur le logo? Déjà, donc j'étais dans la confidence de cette soirée depuis quelques semaines. J'ai eu la chance d'y être invité, donc j'ai pu prendre des photos avec l'accord du club évidemment. Et il y avait les joueurs qui étaient présents. Je suis resté distant, donc ça se passait au Fort Gantôme à Marseille, un lieu de réception qui est très beau. Je n'avais jamais eu l'occasion d'y aller. Et c'était une très belle soirée organisée avec évidemment les partenaires du club, le staff, la direction. Et puis d'autres créateurs. On était à peu près une dizaine de créateurs de contenu qui travaillent entre autres autour de l'Olympique de Marseille avec cette liberté de parole aussi. Et donc les joueurs ont assisté à la présentation du logo par Alban Juster, le président du directoire, qui nous a expliqué justement comment et pourquoi ce logo a évolué et que ce logo notamment avait été dessiné par les équipes internes de l'OM à la base. Après, évidemment, il y a différentes personnes, différentes agences qui sont rentrées en relation avec le club, mais ça a été dessiné d'abord par des Marseillais, et c'est important aussi de le préciser. Alors cette soirée, elle s'est passée aussi de manière assez particulière, dans le sens où je trouve, évidemment, mais c'est le contexte qui est comme ça, que le président Pablo Longoria manquait, à mes yeux. Voilà, parce que c'est lui qui a initié évidemment cette évolution, cette mutation du logo. Et il y avait voilà, une ombre qui pouvait planer, à mes yeux, sur du président Longoria qui n'était pas là. Voilà, c'est dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout de son idée, mais c'est le chemin d'un club, c'est le chemin aussi qu'a vu l'Olympique de Marseille cette saison. Alors, je voulais vous partager la vidéo, parce qu'elle est pour moi très évocatrice de là où le club veut aller. Cette vidéo elle a été présentée à tout le monde hier soir avec les différents logos qui ont émaillé l'histoire de l'OM et ce logo bleu. Pour moi, ce bleu me parle davantage que l'ancien bleu. Alors, il va falloir s'y habituer, ça fait 22 ans que le logo précédent existait. C'est un bleu qui correspond à la ville de Marseille, il y a ce blanc évidemment. Il y a l'or qui rappelle évidemment Notre-Dame de la Garde. Il y a cette nouvelle typo que je trouve très impactante. Après, c'est pour pas chacun, mais j'aime aussi le fait que le logo puisse vivre avec et sans l'étoile et le droit de. Pourquoi j'aime? Parce que
Je trouve que dans la nature du club, dans la nature de comment il va évoluer dans les prochaines années, le club a besoin aussi de se moderniser. Alors le club change aussi avec de nouveaux logos. Et là on voit comment le logo va vivre dans différentes communications, dans les produits dérivés. Mais j'aime parce qu'il va toucher différentes personnes. Il va agrandir l'affection qu'on a pour l'OM. Et je vous montre, je termine là-dessus. Le logo, il vit aussi avec droit au but et l'étoile. Et hop, on va arrêter la vidéo. Et j'ai aimé ce film Mutation qui a été présenté. Mutation qui a été présenté avec des valeurs fortes, émotionnelles, notamment l'enfant et comment le logo pourrait vivre sur un nouveau maillot. Et là, j'aime aussi le fait que l'OM, le club, ait pris les devants dans l'histoire, dans le narratif, sur comment les maillots, le logo pourrait leaker demain, pourrait être sorti et qu'il n'y ait pas justement de maîtrise. Alors, le nouveau maillot n'est pas sorti, mais on a vu sur la vidéo Mutation, qui est en ligne sur le site de l'OM, on voit les premiers attributs du nouveau maillot. Ce logo, évidemment, mais on voit aussi le côté or, le nouveau bleu qui est présent. Et certains ont pu dessiner avec une intelligence artificielle ce que pourrait être le nouveau logo, le nouveau maillot, pardon. Moi, je trouve que c'est fort, c'est puissant, c'est simple, mais c'est parfois dans la simplicité qu'on vit de magnifiques choses. Alors après, j'ai des zones d'interrogation. Si c'est évidemment ce nouveau logo, on l'a. Évidemment, il y a pourquoi le M ne sort pas plus, pourquoi il n'est pas plus présent. C'est vrai que le M de Marseille aurait pu être beaucoup plus magnifié, mais ça, c'est propre à chacun, les goûts et les couleurs. Il y a une lecture des gouttes qui peuvent exister. Alors je parle de gouttes à travers les espaces blancs qui existent entre le O et le M. Voilà, ça peut poser question. Certains y voient des dents, d'autres y voient des larmes. Voilà, on verra. Après, certains voient dans le logo Volkswagen. Alors, en communication, on a l'habitude de dire que peu importe comment on parle de toi, le plus important, c'est qu'on parle de toi. Et c'est vrai qu'à première vue, le fait que Volkswagen troll l'OM avec son nouveau logo, en disant à jamais les premiers sur ce logo, ça va faire sourire et ça peut faire partie du buzz négatif. Maintenant, prenons du recul. Quand une marque comme Volkswagen fait cette communication-là, ça va braquer les yeux sur le nouveau logo dans le monde entier. Et se dire, ah ouais, en fait, ce logo, c'est un coup de com' de Volkswagen pour l'OM. Gratuit. Et ceux qui voient les verres à moitié vides verront du négatif. Ceux qui verront le verre à moitié plein se diront, ah ouais, là, l'OM marque un grand coup dans la communication mondiale. C'est mon avis, ça m'appartient. On a le droit de ne pas être d'accord. Voilà. Mais moi, j'aime justement comment le club innove. Alors après, évidemment, c'est un travail titanesque qui a été réalisé et bravo à toutes les équipes parce que le site a été mis en ligne, l'application a été mise à jour, tout est mis à jour sur le site. Je pense qu'on ne mesure pas le travail qui a été réalisé. Alors vous allez me dire dans tout ça, il n'y a pas le terrain? Bah non, c'est sûr, il n'y a pas le terrain. Maintenant, c'est dans les pieds des joueurs. Mais un club comme l'OM doit vivre sur différents territoires et sur le territoire de la communication. Il évolue. Pour moi, c'est un oui. Et je pense qu'avec le temps, on s'habituera. Dites-moi en avis, dites-moi en commentaire quel est votre avis sur le sujet. En tout cas, je suis curieux de vous lire. Et encore une fois, il faut 66 jours pour qu'un changement de comportement devienne automatique. Il faut 66 jours pour qu'on puisse s'habituer. Dans 66 jours, ce sera la fin de saison et j'espère qu'on ira au-devant de belles histoires. On va passer à la revue de presse avec notamment le fait que la 4e place en Ligue 1 ne sera pas qualificative directement pour la Ligue des Champions. C'est une question que vous m'avez régulièrement posée sur les réseaux, dans les lives. Je vais vous renvoyer vers mon post Instagram qui est complet sur le sujet. Le vainqueur de la Ligue des Champions ne permet pas d'avoir une place supplémentaire.
Le vainqueur de l'Europa League va en Ligue des Champions, le vainqueur de la Conference League va en Europa League. Mais il ne libère pas une place supplémentaire pour le championnat de France. Le championnat de France est lié à un EPS, c'est quoi? C'est l'European Performance Spot. C'est en fait le nombre de points que chaque pays prend à travers le parcours de chaque club dans les Coupes d'Europe. Et en 2 mots, aujourd'hui, c'est l'Angleterre et l'Espagne qui pilotent ce classement. Donc l'Angleterre devrait avoir sa 5e place qualificative et l'Espagne devrait avoir également sa 5e place qualificative. Et si le PSG et Strasbourg remportent leur Coupe d'Europe, bah, on a moins de clubs en fait qui disputent l'Europe à l'heure actuelle. Donc on pourra gagner moins de points même si le PSG et Strasbourg remportent leur Coupe d'Europe. Ça voudra dire que la 4e place sera un tour préliminaire plus un 2e tour préliminaire pour accéder à la Ligue des Champions. Donc clairement, quand on voit la slide qui va arriver juste après, à savoir le déficit de l'OM, eh bien, il va falloir aller chercher cette 3e place obligatoirement. Plus de 105 millions de déficit en 2024-2025, c'est la DNCG qui le présente, avec un déficit qui a été constant depuis l'arrivée de Franck McCourt à l'OM. On voit les chiffres ici, moins 12 millions d'euros, c'était en 2022-2023 et c'était le meilleur résultat malheureusement négatif. Et là, il y a plus de 105 millions. Alors, il faut lier aussi ces résultats à la saison 2024-2025. 2024-2025, c'est une saison dont on se rappelle, avec Roberto De Zerbi qui n'avait pas de Coupe d'Europe à disputer, donc moins de droits TV également. Et derrière, la saison prochaine, on devrait avoir un déficit qui est moins élevé puisqu'on a les droits TV, les droits de la Ligue des Champions qui sont rentrés. Pour autant, c'est chaud. C'est chaud. La masse salariale, par exemple, de l'OM, l'année dernière, elle a augmenté. Alors, il fallait aller taper fort pour aller espérer se requalifier en Ligue des Champions. Mais quand on sait que la masse salariale de cette saison est plus forte que celle de la saison dernière, bah, on se dit que la qualification en Ligue des Champions devient vitale. Alors, si, évidemment, à certains niveaux, au niveau de la communication, ça travaille bien, au niveau des finances, c'est pas uniquement lié au club, mais c'est lié à une conjoncture, à des droits TV de la Ligue 1, à des éléments extérieurs qui sont négatifs. Maintenant, on va pas chercher d'excuses continuellement sur des phénomènes extérieurs. On n'est pas là pour dire que c'est pas de la faute de l'OM. C'est sur le terrain que ça se joue. C'est sur le terrain que ça se joue et malheureusement, bah, on a vu que sur le terrain, on n'était pas à la hauteur. On a vu aussi que les personnes responsables n'étaient pas à la hauteur. Roberto De Zerbi est parti, Pablo Longoria est parti et Mehdi Benatia va partir. Donc il va falloir que les joueurs mettent le bleu de chauffe et aillent chercher cette 3e place. C'est fondamental pour l'avenir du club. Et je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il adviendra si l'OM n'est pas qualifié en Ligue des Champions directement. On le verra, et ça passe par le match face à Metz dont on va parler dans quelques secondes. Je voulais juste vous présenter les résultats nets de chaque club de Ligue 1, parce que dans tout ça, il y a quand même des clubs qui travaillent très bien. Il y a Lens notamment, il y a Brest aussi, mais je voulais mettre en avant Lens et Lille, parce que tout le monde n'a pas les moyens du PSG, mais Lens et Lille montrent qu'ils sont en capacité de pouvoir bien travailler et dégager des résultats nets positifs. Donc, à nous de prendre conscience de ça et qu'à tous les échelons, ça puisse bien travailler, mais ça passe aussi par les résultats sur le terrain. Le terrain, on y vient, puisque le match de ce vendredi qu'on débriefera en live demain soir sur le coup de 23h30, le temps de revenir du stade, bah, on va affronter le FC Metz qui est le dernier du classement, mais surtout on jouera juste après l'AS Monaco et on attendra ensuite les résultats de Rennes et de Lyon et de Lille aussi dimanche. Alors, c'est le 4e de Ligue 1, parce qu'on a perdu cette 3e place le week-end dernier face à Monaco, et c'est Lille qui l'a prise, face au dernier, un dernier qui n'a remporté que 3 rencontres, et un dernier qui reste sur 2-0-0. Alors la dernière victoire de Metz en Ligue 1, il faut remonter au 9 novembre. Je vous lis déjà, on s'est réveillé les morts. Ça va être chaud. Pourquoi ça va être chaud? C'est pas pour vous mettre un peu de piquant. C'est qu'en fait, on va rencontrer une équipe qui a fait 2-0-0 sur les 2 derniers matchs. Donc ça va être un bloc bas, chiant.
Et si on ne prend pas la mesure du, du match, si on ne tire pas de loin, si on n'est pas efficace sur coup de pied arrêté, si on n'est pas bon dans le dernier geste, le match va être très long. Et avec la communication de cette semaine et le résultat de dimanche, il vaudrait mieux que on gagne, je pense. Alors, ce FC Metz n'a gagné que 3 rencontres, 2 à domicile, 1 à l'extérieur. C'était contre Nantes. Surtout, ce FC Metz, à l'extérieur, face au top 5 de Ligue 1, c'est que des claques. À nous de faire le taf. Parce que nous, face au top flop 5 de Ligue 1, c'est beaucoup de victoires, mais un gros flop contre Nantes. Et il va falloir garder ça en tête. Alors après, ce FC Metz, en statistique, quand tu regardes leur structure de but encaissée, normalement, on doit faire le taf. Ils ont marqué que 12 buts depuis le début de saison. Ils en ont encaissé 37 à l'extérieur. À nous de faire un match ketchup. Ce serait bien. Ce serait de bon augure aussi pour la différence de but qui pourrait compter à la fin de la saison. Donc, une équipe qui prend des buts régulièrement, qui s'effondre à la fin du match, mais une équipe qui reste deuxième sur 2-0-0. J'ai toujours les logos dans la main, là. C'est l'histoire des logos. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça dans la main. Je voulais vous en parler, mais j'ai rien dit dessus. Mais bon, voilà, c'est posé. Je voulais aussi vous partager le résultat d'Habib Beye quand il avait été joué le FC Metz. C'était une victoire 1-0 à l'extérieur, pour vous dire, avec Rennes, pour vous dire que ça avait été compliqué pour lui. Donc, je m'attends à un match compliqué. Et sur les 2 dernières rencontres, Metz est allé à Rennes de Franck Hez qui restait sur de très bons débuts faire un 0-0. Et le dernier match à domicile contre Nantes, il se solde par un 0-0. Mais il y a des buts refusés pour le FC Metz avec un Gauthier 1 qui était très bon. Il va nous embêter, pour pas dire plus. Donc, à suivre. Et il faudra être véritablement bon pour ne pas flopper dans cette rencontre. Alors, quelle compo ? Moi, je pars du principe que cette compo-là est celle que je veux voir par rapport aux valeurs intrinsèques des joueurs. Pas de Balerdi, pour moi, quand je vois la nervosité qu'il a apportée lors de sa rentrée face à Monaco, j'ai pas envie de le voir. Medina, pourquoi je le mets titulaire au centre, dans l'axe ? Parce qu'il sera suspendu contre Lorient, donc on va capitaliser sur une position peut-être plus stable, même si je l'aime bien à gauche avec Paixão, mais je veux faire rentrer Emerson. Je comprends pas pourquoi Emerson n'a plus de temps de jeu aujourd'hui. Je vous ai mis Kondo parce que en amont de la conférence de presse, j'espère qu'il sera de retour. J'espère. Pourquoi ? Parce que le milieu à 3 est meilleur à mes yeux que le milieu à 2 qu'on a eu contre Monaco. Même si Monaco, on a été intéressant en première mi-temps. Timber Heubière. Et devant, je choisis de mettre Amine Gouiri pour accompagner Paixão et Greenwood. Pas d'Aubameyang. Parce que pour moi, Gouiri est indispensable à cette équipe. Et parmi les joueurs en fait, que je trouve les plus performants depuis l'arrivée d'Habib Beye, eh bien, je mets Timber, Paixão et Gouiri. On peut rajouter peut-être Medina. Et puis derrière, je garde Pavard et Weah. Alors on verra évidemment si Kondo est de retour. Sinon, on pourrait peut-être avoir le retour de Bilal Nadir dans ce milieu à 3. Mais je trouve que l'équipe est plus stable dans un milieu à 3 que dans le schéma qu'on a pu voir face à l'AS Monaco. Vous me direz également en commentaire ce que vous en pensez. Alors, je voulais également vous présenter, c'est pas ça, parce que ça c'était un post de Florent Tognotti concernant le bilan des NCG. Non, je voulais vous présenter Habib Beye, puisque pour moi, c'est l'attente que j'ai de cette rencontre. Un Habib Beye que j'ai trouvé tendu lors de la dernière conférence de presse, que j'ai trouvé tendu également et touché après le match face à l'AS Monaco. Je pense qu'il mesure l'ampleur du travail et de la tâche qu'il a à réaliser. Vraiment, mon avis, c'est je ne sais pas s'il sera là la saison prochaine. Je ne sais pas. Ça va dépendre évidemment des résultats de l'OM. Et si l'OM est qualifié en Ligue des Champions. Mais compte tenu du fait que dans ce club aujourd'hui, tout est en mutation, puisque c'est le titre de la vidéo de présentation du nouveau logo hier, j'espère qu'il va prendre
en considération le fait qu'il a une chance unique d'entraîner le club de son cœur et qu'il va tout faire pour aller chercher cette place qualificative en Ligue des Champions. En tout cas, c'est l'attente que j'ai de lui et qu'il mettra tout en œuvre évidemment pour atteindre cet objectif. Alors après, quid des joueurs? Est-ce que Greenwood sera pleinement remis de sa blessure? Est-ce que Gouiri sera dans la même forme? Est-ce que Balerdi sera titulaire et pleinement concentré et investi? On verra. Mais ce match va être pour moi un match délicat que j'espère on aura la chance de pouvoir se rendre facile. Alors, je vous partage évidemment mes prédictions avec mon partenaire Unibet. Unibet qui vous offre qui vous double votre premier pari jusqu'à 100 € de bonus. Donc ça, c'est plutôt un bon coup. Je vous rappelle évidemment que jouer doit rester un divertissement qui est exclusivement réservé aux personnes majeures. Alors, je vais aller chercher la cote de la rencontre. La victoire de l'OM est cotée à 1,23, le match nul à 6,50 et le FC Metz à 11. Évidemment, là, j'enfonce une porte ouverte. Mais je vous rappelle que des précédents pronos que j'avais avancés, notamment sur Monaco-Marseille où je ne voyais pas l'OM l'emporter, et je vous avais dit, si vous jouez avec responsabilité, jouez Monaco qui ne perd pas. Là, je vais jouer l'OM à 1,23. Et sur ce type de rencontre, je pense qu'on pourrait avoir, et on doit avoir, un score qui dépasse le 1, 2 ou 3-0, j'espère en tout cas qu'on sera à 2 ou 3-0. Et dans ce match-là, je peux imaginer Mason Greenwood buteur ou Gouiri. En tout cas, c'est l'attente que j'ai de cette rencontre. Je vois l'OM l'emporter et l'OM se doit de l'emporter pour reprendre sa marche en avant. Et il sera temps ensuite de faire le point sur les adversaires. On fera le point évidemment ce vendredi par rapport à la rencontre, le débrief qu'on réalisera ce samedi pour débriefer à froid. Et peut-être que lundi, je vous partagerai un contenu de bilan de Ligue 1 avant une semaine qui nous verra nous déplacer à Lorient et une semaine qui me permettra aussi de couper un peu puisque je prendrai des vacances en famille. Voilà. Dites-moi quel est votre avis sur le nouveau logo de l'OM, quel est votre prono pour la rencontre face à Metz. On se retrouve ce vendredi en débrief live et merci encore pour tout. Bon match, allez l'OM et à demain.